Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Louis-Jean de Nicolaï, rapporteur de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes saisis ce matin en nouvelle lecture de la proposition de loi portant création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, déposée au Sénat en octobre 2018 par le président Jean-Claude Requier et les membres du RDSE, sur laquelle la CMP réunie le 3 avril dernier a échoué. Nous examinons également les conclusions de la CMP sur la proposition de loi organique déposée conjointement par le président Hervé Maurey et le président Requier pour prévoir l'audition du futur directeur général de l'agence par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, en application de l'article 13 de la Constitution, ce texte ayant fait l'objet d'un accord. Avant de vous présenter la position de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour cette nouvelle lecture, je souhaiterais revenir sur les principales étapes de la navette parlementaire. En première lecture au Sénat, nous avions considéré que si l'ANCT n'était pas une solution miracle aux problèmes de dynamisme que connaissent certains territoires, elle constituait un premier pas pour replacer l'objectif d'un aménagement durable et innovant du territoire au cœur des politiques de cohésion. En dépit de réserves tant sur la forme et la méthode employée que sur le fond, avec notamment des inquiétudes quant aux ressources et à la gouvernance de l'agence, le Sénat avait adopté un texte enrichi à l'initiative de notre commission selon 3 axes. En premier lieu, le renforcement du rôle des élus locaux et nationaux dans la gouvernance de l'agence. En second lieu, l'amélioration du fonctionnement et la transparence de l'agence. Enfin, une meilleure prise en compte des territoires les plus fragiles. Ces 3 axes correspondaient d'ailleurs aux orientations retenues par le Sénat lors du vote de la proposition de loi de nos collègues Bruno Retailleau, Philippe Bas et Mathieu Darnaud, relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale le 13 juin 2018, qui comportait ce texte un volet dédié à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Concernant la gouvernance, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait instauré à l'article 3 la parité au sein du conseil d'administration de l'agence entre les représentants de l'État d'une part et les représentants des élus locaux et nationaux d'autre part, ce que le Sénat avait confirmé en séance par l'adoption d'un amendement de précision du président Hervé Marseille. Notre commission avait en outre institué un comité local de cohésion territoriale à l'article 5 afin de renforcer l'information et l'association des élus locaux aux actions de l'agence dans les territoires. Elle avait également prévu à l'article 7 que les conventions pluriannuelles conclues entre l'agence avec d'autres établissements publics de l'État soient transmises pour information au Parlement. Enfin, des précisions avaient été introduites à l'article 2 sur les missions de l'agence pour cibler les territoires les plus fragiles, et le Sénat avait rappelé que la vocation urbaine de l'agence ne devrait pas l'emporter sur sa vocation rurale. L'Assemblée nationale a conforté l'essentiel de ces apports sénatoriaux en première lecture et a apporté des modifications opportunes au texte du Sénat, que ce soit sur la prise en compte des zones rurales mentionnées à l'article 174 du traité de fonctionnement de l'Union européenne ou encore sur l'appui aux porteurs de projets locaux dans leur demande de subventions au titre des projets européens. Concernant les modalités d'intervention de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'Assemblée a introduit plusieurs dispositifs, comme le contrat de cohésion territoriale à l'article 2, qui aura vocation à regrouper divers instruments contractuels liant l'État et les collectivités dans un souci de simplification, ou encore la création d'une réserve thématique à l'article 8 ter, qui permettra aux personnes volontaires de s'investir dans des projets soutenus par l'agence. Malgré ces éléments relativement consensuels, une divergence fondamentale persiste entre nos 2 assemblées concernant la gouvernance de l'agence, et plus particulièrement à l'article 3 du texte sur les pouvoirs des élus locaux au sein du conseil d'administration. En première lecture, l'Assemblée était revenue sur la proposition sénatoriale de parité entre les élus et l'État au conseil d'administration,
en rétablissant la majorité pour l'État. Au regard de l'objet de l'agence et de d'autres exemples d'établissements comparables, cela n'était pas acceptable pour le Sénat et j'avais donc fait des propositions en CMP pour tenter de trouver un accord. Dans une démarche de compromis, j'ai proposé d'accepter la représentation majoritaire de l'État à condition que les élus locaux disposent d'un droit de veto si la moitié d'entre eux étaient en désaccord avec une décision du conseil d'administration. Il était proposé que dans ce cas, une nouvelle délibération ait lieu dans les mêmes conditions de vote. Nous avons ensuite proposé que pour toute nouvelle délibération, un blocage soit possible uniquement si les 3/4 des élus locaux s'opposaient à la décision. Cette proposition, pourtant pragmatique et constructive, n'a pas été acceptée et malgré les tentatives de conciliation du Sénat pour aboutir à un texte commun, ce point de désaccord est apparu insurmontable pour les députés et, si j'ai bien cru comprendre, aussi pour le gouvernement. En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le texte n'a été que peu modifié, mais j'ai 2 regrets. Le premier concerne le rôle des agences régionales de santé qui ne figurent plus ni au sein du comité d'action territoriale de l'agence, ni au sein du comité local de la cohésion territoriale. Le second concerne le fonctionnement du conseil d'administration de l'ANCT. Sur cette question, l'Assemblée nationale a placé, comme nous l'avions fait, le représentant de la Caisse des dépôts et consignations dans le même collège que les représentants de l'État, afin que les représentants des collectivités locales disposent d'un siège supplémentaire dans le 2e collège. D'autre part, elle a donné un pouvoir de veto à usage unique aux élus locaux si la moitié d'entre eux sont en désaccord avec une décision du conseil d'administration. Mais ne soyons pas dupes, ce veto n'ouvre droit qu'à une seule et unique seconde délibération, sans réelle faculté de blocage des élus, tel que le Sénat le souhaitait. Autrement dit, sous couvert d'une démarche de compromis, l'Assemblée nationale a adopté une disposition en trompe-l'œil qui ne changera en rien au droit du regard réel des collectivités sur la gouvernance de l'ANCT. C'est pourquoi, la semaine dernière, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a souhaité reprendre la position défendue en CMP pour prévoir une réelle prise en compte des élus locaux. Pour notre commission, il n'est pas possible d'aller plus loin sans renier la volonté du Sénat de faire de l'ANCT un établissement au service des territoires et des collectivités. Voici, mes chers collègues, les éléments dont je voulais vous faire part en préambule. Notre vigilance quant au droit de regard des collectivités sur la gouvernance de l'ANCT est primordiale, car il s'agit autant d'un impératif de cohésion que de cohérence. Je vous remercie. Merci,